Corinne Narassiguin, vous êtes donc la candidate soutenue par le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à tous, merci d'être là et merci à ceux qui sont en ligne. Donc je suis effectivement la candidate aujourd'hui de la majorité présidentielle avec François Hollande, et je veux être aussi la candidate d'un grand rassemblement au-delà même des deux grands partis qui me soutiennent déjà, pour faire entendre votre voix à l'Assemblée nationale, à la fois vos questions spécifiques et puis nos perspectives, nos richesses de parcours. Mon parcours à moi, j'ai 37 ans, je suis une Française d'Amérique du Nord depuis maintenant 13 ans. Et je suis impliquée au service de la communauté des Français de l'étranger depuis une douzaine d'années, aussi bien au niveau associatif que politique. Je suis élue à l'Assemblée des Français de l'étranger depuis maintenant 3 ans, et je parcours cette circonscription depuis 1 an et demi, de San Francisco à Montréal, de Bâton Rouge à Winnipeg. Je suis allée dans toutes les régions pour vous proposer aujourd'hui un projet pragmatique, réaliste et en phase avec nos priorités et les spécificités de chaque région. Corinne Narassiguin, vous êtes donc la candidate socialiste dans une circonscription de droite. Vous vous situez où au PS ? Je dois dire que je suis peut-être dans la lignée de François Hollande. J'ai toujours été assez transcourant dans le Parti socialiste, mais quand même clairement plus proche des sociaux-démocrates, donc je me retrouve tout à fait dans notamment le gouvernement Ayrault aujourd'hui. Disons que la Fédération des Français de l'étranger du Parti socialiste est une fédération ouverte qui fonctionne moins sur les systèmes de courant que ce qu'on peut voir en France. Et moi, j'ai commencé à militer au sein du Parti socialiste à l'étranger. C'est vraiment à l'étranger que je me suis engagée. Et donc, c'est plutôt dans l'esprit d'être pragmatique et efficace que je construis mon action politique, toujours à l'écoute et disponible et proche des gens. Je ne suis pas dans les batailles de courant, ça ne m'intéresse pas. Merci. En effet, je pense que là, on est un petit peu dans la caricature. La droite aime bien faire agiter les chiffons rouges pour faire peur, la peur de la gauche, les chars russes qui vont arriver sur la place de la Concorde. Enfin, c'est un petit peu caricatural. La droite, dans l'histoire de la Ve République, a très souvent gouverné avec tous les pouvoirs. Je pense qu'il n'y a rien de choquant à ce qu'il puisse y avoir une alternance dans l'autre sens. On a effectivement un vrai gouvernement social-démocrate aujourd'hui. C'est, je crois, la première fois en France, et c'est important d'avoir une majorité parlementaire forte, solide pour le président, quand on est dans un contexte en plus international aujourd'hui très difficile, avec une crise, le redressement de la France qui est en jeu. Qu'il faut négocier au niveau européen, au niveau du G8, au niveau du G20. Il faut un président fort avec une grande majorité pour que la France ne soit pas bloquée. Et j'ajouterai par ailleurs que si effectivement nous avons et la présidence et l'Assemblée nationale et le Sénat, cela nous permettra de faire passer des lois qui seraient autrement probablement impossibles à passer, comme par exemple l'égalité des droits pour les couples de même sexe. C'est difficile pour moi de commenter cette déclaration dans la mesure où je ne suis pas certaine du contexte exact dans lequel elle a été prononcée, parce qu'effectivement, si on commence à parler d'avoir à faire un rattrapage républicain en France pour le déficit de politique d'intégration qu'on a depuis très longtemps, il n'est pas interdit d'explorer effectivement des solutions de discrimination positive. Maintenant, effectivement, puisque aux États-Unis, on voit tous les effets pervers que cela peut avoir, je suis aussi, moi, très prudente sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui doit être justement débattu si on veut commencer à mettre des mesures de discrimination positive en France, notamment pour les embauches. C'est un sujet qui doit être ouvert. Je pense que ça peut être des solutions de transition pour que, à terme, très rapidement, on ne soit pas obligé d'en passer par là, par des obligations, par des lois. Parce que ça veut dire en même temps qu'il faut avoir une vraie politique d'intégration à côté pour accompagner, pour que ces politiques de discrimination positive deviennent très vite obsolètes. Maintenant, sur Yamina Benguigui en général, sur sa nomination, je vais quand même dire un petit mot là-dessus. Je pense que c'est un choix judicieux. C'est vrai que c'est la seule personne qui n'ait pas un parcours politique, donc oui, il faudra voir à l'usage comment elle travaille avec les élus représentant les Français de l'étranger. Ceci dit, c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité, qui a beaucoup travaillé sur les questions de migration, de métissage des cultures, des problèmes d'intégration. Elle a elle-même une expérience directe de la double nationalité.
Et je pense que ça nous change des choix qui avaient été faits par Nicolas Sarkozy auparavant, où on avait eu comme secrétaire d'État aux Français de l'étranger, d'abord David Douillet, qui n'avait absolument rien à voir avec les Français de l'étranger. Et ensuite, Édouard Courcial, qui avait eu cette idée saugrenue de signer une proposition de loi visant à déchoir de la nationalité française les Français de l'étranger qui ne paient pas d'impôts en France. Donc on voit bien que là, au moins, on a un choix qui est quand même respectueux des Français de l'étranger. Et par ailleurs, je veux saluer le fait qu'on a lié francophonie et Français de l'étranger, parce que ça donne un vrai sens et un vrai contenu à ce ministère. Madame Maraciga, vous vouliez réagir? Oui, en effet, je pense que bien évidemment, si François Hollande a réussi à imposer au cours des derniers jours la discussion sur la croissance au cœur des débats du G8, et on va voir maintenant avec les discussions à l'Union européenne, je pense que c'est parce qu'effectivement il y a une réalisation globale du fait que les politiques d'austérité ne fonctionnent pas, qu'elles enferment les pays dans la récession, et qu'il faut avoir une politique volontariste de croissance, une politique publique volontariste de croissance. Et ça veut dire déjà au niveau de la France investir, appuyer la recherche, l'innovation et les PME, avec notamment la création de la Banque publique d'investissement. Et aussi au niveau de l'Europe, ça veut dire travailler à la réforme de la Banque centrale européenne, à la création d'eurobonds pour financer des grands projets au niveau des infrastructures européennes, et lancer des grands projets d'innovation, de recherche. Il faut avoir une politique industrielle en France et en Europe. Et bien sûr, il faut s'inscrire dans une économie mondiale qui prend en compte la politique et la croissance des pays émergents, mais on ne peut pas se contenter de s'appuyer sur cette croissance-là. Il faut que nous-mêmes, nous soyons capables de créer des emplois en France de qualité, et en cela en s'appuyant d'abord et avant tout sur l'Europe. Je pense qu'il faut l'améliorer. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Moi, je ne conteste pas. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, notamment sur la question de l'autonomie des universités. Je pense que sur le modèle nord-américain, je peux avoir des fois une voix un petit peu différente, même au sein du Parti socialiste sur ces questions-là. Je pense qu'elle est clairement loin d'être aboutie, justement parce qu'il manque encore une clarification, une simplification au niveau de l'enseignement supérieur, pour qu'il soit plus visible à l'international aussi, pour qu'on puisse beaucoup plus forger des échanges, des partenariats internationaux. Le système des grandes écoles reste complètement illisible, et même le système universitaire, c'est très difficile d'obtenir des équivalences. Par ailleurs, effectivement, si on veut associer à ces pôles d'enseignement supérieur vraiment une capacité d'incubateur pour les entreprises, pour la création, l'innovation pour les entrepreneurs, je pense aussi, là sur le modèle encore nord-américain, qu'il faut vraiment être capable de créer des écosystèmes, et c'est ce qui n'a pas du tout été compris dans la réforme de Valérie Pécresse. Il ne suffit pas de mettre toutes des grandes écoles sur le même campus pour s'attendre à ce qu'il y ait une synergie qui se crée toute seule, si on ne crée pas les vraies passerelles au niveau de la gestion de ces écoles, et même au niveau surtout de la mobilité des étudiants et de la capacité de faire des parcours hybrides à travers ces écoles. C'est ce qu'on voit ici en Amérique du Nord, c'est ce qui permet d'avoir ce véritable écosystème de l'innovation et de la création, et c'est ce type d'exemple nord-américain que je voudrais pouvoir porter à l'Assemblée nationale, s'inspirer de nos expériences ici pour améliorer la proposition en France. Corinne Maraciga, vous allez réagir très vite, et puis on va très rapidement. Effectivement, j'abonde tout à fait dans le sens sur les questions, de plusieurs. Même mon nom, elle a du mal à prononcer. Sur la richesse, de plusieurs des candidats ici sur la question de la richesse qu'apporte la plurinationalité, même je dirais à la citoyenneté française. Et je voudrais juste dire d'ailleurs que moi-même j'ai pas fait le choix de la binationalité, mais je soutiens les candidats qui le sont, parce que je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une discrimination envers les binationaux pour représenter les Français de l'étranger, qui sont maintenant pour moitié plurinationaux. Et
Et par ailleurs, je pense qu'on n'a pas besoin de créer un groupe spécial des Français de l'étranger pour avoir un accord sur ces questions-là, comme Gérard Michon l'a souligné. Quand il s'agit comme ça de défendre globalement les intérêts au niveau des valeurs de la République des Français de l'étranger, je pense qu'il est possible de trouver des accords droite-gauche sans faire des montages artificiels. Merci. C'est dans le projet de François Hollande, c'est un engagement qu'il compte tenir. Donc si on a une majorité parlementaire, ça sera soumis au Parlement et a priori, ça sera effectivement mis en œuvre. Moi, je pense qu'il s'agit là d'une solution, d'une proposition qui tient du symbole. C'est pas une question d'efficacité fiscale, hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment une question dans une période de crise où on a un enrichissement des plus riches et un appauvrissement des plus pauvres et des classes moyennes qui sont en peau de chagrin. Je crois qu'il était important, effectivement, de manière très symbolique, de montrer que on ne peut plus accepter cette situation d'écart de salaire qui devient maintenant absolument obscène dans certains cas en France. Voilà, donc moi je n'ai pas d'objection particulière à cette proposition, sachant notamment que même aux États-Unis, hein, on avait un taux marginal d'imposition qui était de 70% jusqu'à 81%. Et qu'on a eu après la guerre, justement dans une période de redressement économique, un taux marginal qui était à 90%. Hein. Donc c'est pas nécessairement une idée de bolchevique. Hein. Ça existait aux États-Unis aussi. Merci de le préciser. Effectivement, la proposition dont vous parlez de Jérôme Cahuzac, c'est une proposition qui date de 2010, qui était une proposition isolée, qui n'avait pas été soutenue déjà à l'époque par le groupe socialiste et le Parti socialiste. François Hollande a tranché très clairement sur la question de la fiscalité. Il n'y aura pas de création d'impôts spécifiques aux Français de l'étranger par cette majorité. C'est bien clair. Le seul qui a parlé de création d'impôts effectivement dans cette campagne, c'était Nicolas Sarkozy qui voulait lier impôts et nationalité. Et là, je suis d'accord avec Gérard Michon, nous ne voulons pas remettre en cause la philosophie de l'impôt en France, qui est la territorialité de l'impôt. Et ce que nous voulons donc, c'est renforcer les conventions fiscales qui existent pour éliminer les doubles impositions et donc plutôt renforcer les principes qui ont cours aujourd'hui. Et par rapport à la question de l'évasion fiscale, la seule chose qui a été proposée, c'est de renégocier les conventions fiscales avec 3 pays dont on sait qu'ils servent beaucoup de paradis fiscaux, qui sont en Europe, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Donc voilà, il n'y a aucune taxation des Français de l'étranger qui n'est proposée ni par François Hollande, ni par le Parti socialiste, ni par Europe Écologie Les Verts. C'est très clair. François Hollande, vendredi dernier, lors de sa visite à Washington, a déclaré qu'il fallait que l'ensemble des Français de l'étranger contribuent au redressement productif de la France. Déjà, je ne comprends pas ce que c'est que le redressement productif, mais il faudra aussi m'expliquer ce qu'il entendait par là. Il a clairement dit qu'à Washington, qu'il n'irait pas chercher ici, aux États-Unis, les exilés fiscaux. Il a été très clair sur la fiscalité. Participer au redressement productif de la France, ça veut dire s'appuyer sur les Français de l'étranger pour les questions de commerce extérieur et au niveau des partenariats, au niveau des entreprises. Ça ne concerne pas la fiscalité. On n'a pas parlé de contribution fiscale. Tout à l'heure, on a parlé de M. Courtial. Et M. Michon rappelait qu'il avait fait amende honorable et pour la proposition de loi quand il voulait revenir sur la binationalité. Jérôme Cahuzac, lui, aujourd'hui, est ministre délégué au budget. À que je sache, il n'a pas fait amende honorable, alors que nos finances sont dans ses mains. Donc, quelle est sa position là-dessus, très clairement? Et la position du Parti socialiste. Je viens de vous donner la position et de François Hollande et du Parti socialiste. Je pense que c'est très, très clair. Jérôme Cahuzac a été mis en minorité sur cette question il y a très longtemps et elle n'est pas revenue sur la table, justement. Si elle revient sur la table, c'est parce que d'autres la remettent sur la table. Ça n'est jamais nous. Hein. Donc c'est parce qu'on continue à nous accuser de vouloir proposer cette chose-là, mais ça n'était pas. Et d'ailleurs, si je peux préciser, à l'époque, il l'avait fait pour jeter un pavé dans la mare au moment du débat du budget, parce qu'il était scandalisé par le gaspillage d'argent qu'il y avait dans la prise en charge. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors vous engagez-vous, Madame Narassiguin, si vous êtes élue, vous engagez-vous devant l'ensemble des Français présents ici, devant les caméras, que si le Parti socialiste souhaite taxer les Français d'Amérique du Nord, vous vous opposerez à cette mesure ? Je peux sans problème m'y engager et je vous répète, il n'y a aucune proposition de taxation des Français de l'étranger, quel qu'il soit, d'Amérique du Nord ou d'ailleurs.
Je suis tout à fait d'accord avec Gérard Michon sur le fonctionnement des lycées, qui fait que les lycées étant de droit privé, ils gèrent leur propre politique d'admission et qu'on ne peut pas, comme ça, essayer de faire l'administration des écoles par l'État français, comme ça, de manière arbitraire. Juste pour revenir quand même rapidement sur la question des bourses et de la prise en charge, donc très clairement, nous sommes contre la prise en charge. Nous voulons revenir à un système simple. Je ne comprends pas très bien, puisqu'on tout le monde admet qu'il y a des problèmes avec cette prise en charge. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'en garder une formule et d'avoir donc un système très compliqué avec des bourses d'un côté, une prise en charge de l'autre? J'ai du mal à comprendre à quoi va servir l'un par rapport à l'autre. Nous, on veut quelque chose de simple, un système de bourse pour toutes les classes à partir de 3 ans jusqu'à la terminale, avec un nouveau barème, un barème qui soit adapté véritablement aux réalités des coûts de la vie, et donc sous critères économiques et sociaux et aussi sous critères régionaux, de manière à effectivement ne pas exclure, comme c'est le cas aujourd'hui, les familles de classe moyenne, en particulier ceux avec plusieurs enfants et ceux qui sont propriétaires de leur logement. Et pour ajouter sur la question des enfants étrangers, je pense que non seulement nos écoles homologuées ont effectivement aussi un rôle de rayonnement de la France et de diffusion de la qualité de notre enseignement français à l'étranger, qui est absolument primordial. Je pense qu'il faut être aussi capable de le faire en développant aussi des solutions alternatives qui vont profiter et aux parents français et qui vont permettre de diffuser francophilie et francophonie dans les écoles publiques américaines, notamment par le soutien au programme FLAM pour les enfants qui sont donc scolarisés dans le public ici américain. Ça marche très bien. Et donc avoir des cours en français extrascolaires. Et là, il faut aussi, c'est là aussi le sens d'avoir ce ministère des Français de l'étranger et de la francophonie, aussi encourager une synergie francophone par rapport à ces programmes, donc des communautés francophones, et de la même manière encourager le développement des filières bilingues dans les écoles publiques. Et même au Canada, où il y a déjà bien sûr un système national, il y a des partenariats qui ont pu se nouer, notamment par exemple en ce moment avec une école qui est en création à Moncton, de partenariat de la France avec ces écoles. Donc même au Canada, on peut avoir un investissement de la France, un partenariat qui va nous permettre de diffuser aussi la qualité de l'enseignement français, même dans le public canadien. Antoine Treuil, vous voulez réagir ? Encore une question précise, oui. Puisque vous venez de dire qu'il fallait changer ou modifier les critères d'attribution des bourses, est-ce que vous maintenez les critères qui consistaient à dire que si on avait une propriété privée de plus de 200 000 euros, on n'avait pas droit à la bourse? Car j'ai rencontré, moi, aux États-Unis, 2 familles qui ont hérité de leurs parents une petite propriété en France, ont dû la vendre pour pouvoir de nouveau accéder à la bourse. Oui, c'est bien ça que je pensais quand je parlais du barème de bourse qui pénalise aujourd'hui les familles qui sont propriétaires de leur logement en particulier. Il faudrait voir effectivement par rapport au patrimoine qu'on a en France. C'est là où il faut faire ça dans la concertation. Je pense que là aussi, il faudrait peut-être aussi donner un rôle de décision aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger pour qu'ils puissent, que ce soit les élus locaux aussi, qui puissent avoir leur mot à dire sur un barème régional qui corresponde au coût de la vie locale et qui prennent en compte ces questions aussi de patrimoine immobilier, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait le même barème, le même plafond immobilier pour des familles qui vivent à Madagascar et des familles qui vivent à New York. Il n'y a pas du tout le même coût de la vie en termes d'immobilier. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce débat. Je veux être une candidate de rassemblement pour cette élection législative. Je veux bien sûr donner à François Hollande les moyens de mettre en place le changement pour lequel il a été élu. Mais je saurais aussi être une voix différente quand il le faut pour faire entendre les particularités des Français d'Amérique du Nord. Et je dois dire qu'une voix différente dans la majorité, c'est toujours plus audible qu'une voix différente dans l'opposition. Et ce que je veux dire par là, c'est, en parlant de bien vous représenter, c'est bien sûr d'être une députée à temps plein qui saura trouver l'équilibre entre le temps qu'il faut absolument passer à Paris pour faire le travail législatif et le temps qu'il faut aussi passer dans la circonscription pour rester les deux pieds dans la réalité des Français d'Amérique du Nord, pour représenter vos perspectives aussi, non seulement vos priorités, mais aussi notre expérience commune de Français d'Amérique du Nord pour enrichir le débat national sur toutes les questions, que ce soit les questions économiques, les questions de politique d'immigration ou les questions d'éducation. Merci.